Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier chaleureusement nos 210 contributeurs et contributrices sur Patreon. C'est grâce à vous aujourd'hui qu'on peut être un petit peu plus tranquille quand on réalise des vidéos. Mine de rien, ça commence à devenir relativement conséquent. Je tiens à vous rappeler que en participant sur Patreon, vous avez accès à toutes nos vidéos sans sponsor et sans publicité YouTube avec 1 à 2 jours d'avance, mais également à des podcasts exclusifs qui traitent de jeux vidéo en long, en large, entre 1h et 1h30. Dernièrement par exemple, on a posté un podcast sur Kingdom Hearts, avec comme question, est-ce que Kingdom Hearts ne se suffirait-il pas à lui-même? Un podcast dans lequel nous relevons la simplicité de l'histoire avant que ça ne se complexifie avec, vous connaissez, Nomura, tout ça. Et nous avons organisé une podguerre pour le prochain podcast du mois d'avril qui sera centré sur Paper Mario, la porte millénaire sur Nintendo GameCube. Encore un grand merci à toutes celles et ceux qui participent déjà au Patreon. Un merci aux futures personnes qui vont pouvoir nous soutenir financièrement grâce à ce petit passage en vidéo. Et je vous laisse tranquille pour la suite de votre divertissement préféré du lundi à 17h15. Bisous. Bonjour vous. Dites-moi, est-ce qu'il existerait un objet, un élément, une armure ou peu importe que vous n'avez jamais, et je dis bien jamais réussi à obtenir dans un jeu vidéo? Des cas de figure qu'on a tous à peu près connus. On voit un item sympa dans les mains d'un autre joueur, ça attire notre attention et ce skin, cette arme, ce familier ou n'importe quoi d'autre va devenir un objectif. Problème, c'est que malgré nos efforts, les tutos suivis, le temps investi, voire l'argent, ou vos 200 tentatives vaines à la loterie du Gold Saucer sur FF14, rien n'y fait. Et la monture Fenrir ultra stylée, elle ne tombera jamais pour nous. Voilà, c'est dit, et c'est absolument pas du tout un fact personnel, je vois pas de quoi vous voulez parler. C'est dur, c'est très dur même, mais dans un mélange de lassitude et d'une pointe de sel, en général on finit par laisser tomber et par oublier. Ce genre de choses, c'est l'essence même de bien des jeux vidéo, et même si nombreux sont ceux qui remettent en cause certaines facettes du système, le concept et le ratio effort-gain ne choquent pas plus que ça. Enfin, du moment que les éléments sont récupérables de base et pas cachés derrière des microtransactions donnant directement des avantages en jeu, le fameux pay to win. Bref, vous l'aurez compris, les exemples d'objets très compliqués à acquérir au point qu'on se dise que c'est impossible de mettre la main dessus, c'est pas ce qui manque dans le pack Histoire du jeu vidéo. Un plutôt bon point pour le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble 4 objets qui sont quasiment impossibles à obtenir dans certains de vos jeux vidéo préférés. Quand un accident donne naissance à une relique, World of Warcraft Vanilla. Quand on parle MMORPG, il est assez aisé de penser à tout et n'importe quoi, tant le sujet est large. Faut dire qu'après des décennies complètes dans le paysage, le genre et la notion même d'avoir des dizaines et des dizaines de milliers de joueurs interagissant entre eux au même moment sur le même serveur a largement eu le temps de forger bien des légendes, des histoires et autres incidents pouvant impliquer joueurs, maîtres du jeu ou items mystérieux. Des domaines dans lesquels excelle un certain World of Warcraft qui, depuis sa sortie fin 2004, n'a visiblement eu de cesse de placer la barre toujours plus haute dans ces catégories et en particulier lorsqu'il s'agit de faire disparaître ou mettre des objets vraiment pas prévus pour entre les mains de joueurs. Comme par exemple cette fois-ci où un gars a reçu un item capable de tuer instantanément des monstres, des joueurs et des boss, ce qui, spoiler alerte, n'a pas fait rire grand monde sur le coup. Et c'est justement une de ces erreurs qui, de manière très banale, allait donner naissance à ce qui allait devenir l'histoire de l'un, voire de l'objet le plus rare de World of Warcraft. Pour la simple et bonne raison qu'aux dernières nouvelles, il n'en existe qu'un seul exemplaire, qu'il est encore en circulation et qu'il n'a été porté que par un seul et même joueur. Même l'anneau unique il a plus tourné, c'est vous dire. Retour en 2005. World of Warcraft est officiellement en ligne depuis quelques mois et c'est presque 1,5 million de joueurs tournent et retournent le contenu du nouveau monde proposé par Blizzard. Ça farme les donjons, ça farme l'XP, ça explore Azeroth, mais surtout pour les plus hauts levels, ça tente sa chance dans la très populaire course au World First, soit littéralement la course à la gloire pour ceux qui arriveraient à vaincre en premier ou compléter la totalité des raids du jeu, qui au moment des faits ne sont que deux en réalité, le repère d'Onyxia, qui a déjà été vaincu, et le cœur du magma, toujours en lice. Une compétition qui attirera bien du monde, beaucoup de monde, dont les nerfs, une
guildes US qui, sans le savoir, étaient sur le point d'être les témoins d'un événement unique au fin fond des entrailles du cœur de Magma. Nous sommes donc le 25 mars 2005 et la guilde s'engouffre dans le raid. Au départ, tout va bien. Ils affrontent des boss aux stratégies maintenant bien connues sur les serveurs, puisqu'ils ont déjà été vaincus par d'autres aventuriers depuis un petit moment, et même s'ils n'ont aucune idée de comment vaincre le boss final Ragnaros, le groupe sait qu'ils mettront malgré tout la main sur des loots très intéressants. Ce qui dans ce cas très précis est un euphémisme, puisque tandis que la guilde était en train de se partager le butin du 5e boss, Baron Guédon, un objet va sortir du lot, le talisman de l'éclat de Lien. Un item aux stats alléchantes, dont personne n'avait entendu parler jusque-là et pouvant se targuer d'être de rang légendaire dans un jeu où à l'époque ceci se comptait sur les doigts d'une main. Pour les nerfs, c'est un cadeau des dieux. Ce qui était le cas, hein. Ils venaient indirectement d'obtenir un objet de Blizzard et le pourquoi du comment ne va pas du tout vous surprendre. Faut savoir qu'à l'époque, World of Warcraft était dans sa phase vanilla, donc sans rien de plus que le contenu de base. C'était les débuts, il n'y avait pas encore de rajout de contenu majeur et le studio ainsi que les développeurs y allaient un petit peu à tâtons sur certains de leurs tests. C'est comme ça qu'en voulant tester une future ressource légendaire indispensable pour le craft d'une arme tout aussi légendaire, lame tonnerre, épée bénie du cherche-vent, que le studio va commettre deux erreurs. Celui d'oublier l'item test dans la liste de loot active, mais aussi, et plus grave, la nature de l'item n'étant ici pas une ressource, sûrement à cause des tests, mais bien un équipement, le talisman de l'éclat de Lien. Qui d'ailleurs, fun fact, possède exactement le même effet visuel exclusif que la future lame tonnerre, donc autant vous dire que c'est une bien belle bourde qui ne sera d'ailleurs que très récemment confirmée en 2022 par Feu Travis Day, ancien de chez Nerfed, ayant réussi entre-temps à devenir développeur chez Blizzard. Et sur le coup, c'est extrêmement gênant pour le studio parce qu'ils viennent leak un élément du jeu de manière extrêmement stupide. Et même si un patch va retirer le talisman des éléments lootables, l'histoire elle va pas s'arrêter là et la conclusion elle est incroyable. Puisqu'alors que beaucoup s'attendaient à voir l'item retiré de la totalité du jeu, après tout ça reste un objet légendaire qui n'avait absolument rien à faire ici, ces bons joueurs, et voyant qu'il n'y avait aucun moyen d'en abuser, que Blizzard prendra la décision de laisser le talisman entre les mains du Nerfed qui en avait hérité, un certain Noctine. Le joueur devenant officiellement le seul possesseur de l'unique talisman de l'éclat de Lien, jamais introduit dans l'univers de World of Warcraft. Et même s'il aurait pu l'échanger ou le vendre, Noctine ne se séparera jamais du talisman. Il en était devenu son gardien. Une mission qu'il accomplira plutôt bien, puisqu'après presque 2 décennies, des fusions de serveurs, un changement de pseudo ainsi que quelques bugs d'affichage plus tard, Noctine, désormais Savorx, n'a visiblement jamais enlevé son précieux. Ce qui cumulé au fait que le joueur a arrêté de jouer en fait un élément vraiment très compliqué à rencontrer. Probabilité et mal de crâne, Pokémon épée et bouclier. S'il y a bien une franchise qui peut se vanter d'avoir déclenché autant de collectionnite aiguë que de frustration, c'est bien Pokémon. Faut dire que depuis sa première apparition en 1996 au Japon, le jeu vidéo japonais a bien su vendre son concept. Il y a une histoire, des combats et in fine un Pokédex à remplir avec plein de Pokémon pouvant aller du basique au rare, voire au maxi rare, demandant soit des manipulations, soit carrément d'être présent à des événements, qui sont d'ailleurs plus nombreux qu'on imagine. Par exemple, on sait qu'il y existe une version unique de Salamèche ayant été distribuée dans le Pokémon Center à Tokyo pendant 4 mois, aux seules conditions de présenter une carte d'identité, et que ce soit votre anniversaire le jour de votre venue. De sacrées conditions si vous voulez mon avis. Doit pas y avoir tant que ça de ce Salamèche en circulation. Une recette gagnante autour de la capture qui aura même le droit à sa version hardcore avec les Shiny, ces Pokémon très rares, arborant des couleurs différentes de leurs versions originales, qui, je le précise, sont toutes sauf faciles à récupérer, particulièrement quand on sait que statistiquement, pour en rencontrer un, on a une seule chance sur 8192 pour les premières générations et une sur 4096 dans les plus récentes, voire un peu moins si on utilise des items spéciaux. Une épreuve de patience et de détermination qui créera dans son sillage une vraie discipline dans la communauté, la chasse. Soit la chasse aux shiny, mais avec un S. Vous pouvez aussi dire shiny hunting, si vous préférez. Et là, normalement, vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. Parce que même si ça peut porter à débat, et je sais que ça va porter à débat, les Pokémon, dans la manière dont sont construits les jeux et leurs captures, ils ont à peu près le même traitement que n'importe quel équipement, ressource ou objet. C'est des taux, des pourcentages, de la chance. Et désolé, Bitantron,
tu n'es pas si spécial que ça. Maintenant, si je vous dis que parmi les Pokémon Shiny et tous les challenges liés à eux, il y en a vraiment beaucoup, il en existe un qui est tellement rare que très peu peuvent vraiment se vanter de l'avoir et que les autres sont sûrement des menteurs. Est-ce que vous me croyez? Eh ben vous devriez, parce que c'est pourtant le cas et ça se limite à ça. Ouais, une tasse de thé toute mignonne. Je vous explique. Arrivé avec Sword and Shield fin 2019, Thé-Froid, c'est la représentation idéale du petit Pokémon Spectre que tous les adorateurs de Théine voulaient. Le truc c'est que pour une obscure raison, ou peut-être juste pour torturer les joueurs, Game Freak s'est dit que ça serait en plus du Shiny super drôle d'en faire deux versions. Et la première et la plus répandue, c'est une contrefaçon qui a uniquement 10% de chance d'apparaître dans sa zone. Et la seconde, c'est l'authentique qui elle n'a que 1% de chance de vous tomber sous le nez et n'est reconnaissable que par sa petite marque sous le Pokémon. Ce qui veut dire que si quelqu'un, par le plus grand des hasards, voulait avoir un Thé-Froid authentique Shiny, il n'aurait, et alors là, tenez-vous bien, qu'une seule chance sur 409 000 de le rencontrer. Et je dis bien rencontrer à l'état sauvage, car pour tous les initiés à la chasse au Shiny, sachez que la plupart des techniques comme l'élevage et les œufs ne marchent pas avec Thé-Froid. Pour vous donner un ordre d'idée, et d'après Nat Geo, vous avez bien plus de chances d'être frappé une fois par la foudre dans votre vie que d'avoir cette petite tasse. C'est de la folie, mais comme partout où est-ce qu'il y en a, il y a évidemment des personnes qui sont prêtes à tenter le coup. Comme le créateur Nokimon qui fin 2022 affirmait qu'il faudrait environ 3 ans à coup de 40 heures par semaine pour ne serait-ce qu'avoir une seule chance de croiser le Pokémon. Alors finalement, et après une grosse technique d'optimisation de respawn, il en attrapera un assez vite. 16 jours de jeu plus précisément. Une chance que n'aura pas le streamer de Domination qui lui passera toute son année 2021 à courir après la tasse, cumulant à lui seul 10 679 rencontres avec des Thé-Froid Shiny avant d'atteindre le Graal. Une version authentique, une chance sur 100. Un Shiny, une chance sur 1365, portant un insigne de rareté, une chance sur 333. L'idée même que ce soit réel est un petit peu déroutante, mais ce Thé-Froid que vous voyez là et qui ne paie pas de mine, c'est l'un des Pokémon les plus rares qu'on puisse rencontrer dans la nature. Il cumule les mandats de rareté et à ce jour personne d'autre que de Domination n'a référencé ce genre de capture. Maintenant, si le cœur vous en dit et que vous voulez provoquer le destin, vous pouvez toujours vous y mettre et tenter le coup, on sait jamais. Même si, attention, si jamais ça fonctionne pour vous, après ça je ferai très attention à tout ce qui est accident, foudre, enfin, vous voyez pourquoi quoi. Un carrosse doré bien dangereux, Evenline. On ne pouvait pas faire une vidéo parlant d'objets uniques, rares ou impossibles à acquérir, sans parler du GOAT. Le roi, que dis-je, l'empereur des simulations de vol spatial, celui qui, malgré le temps, semble bien décidé à enterrer tous ses concurrents, Evenline. C'est qu'il en a vu des choses depuis 2003, date de sa sortie. Et son studio, le très islandais CCP Games, a mis à disposition des outils pour en faire le Nirvana des sandbox. Explorateur, industriel, chef de guerre et même politicien dans Evenline, on peut à peu près tout devenir et l'univers de New Eden est ici principalement régi par les joueurs et non pas par le jeu. Une manière de faire aux petits oignons qui, cumulée à un système économique très proche du réel, va déclencher une course aux richesses et au pouvoir qui, par ricochet, va provoquer parmi les plus grands événements jamais vus dans le jeu vidéo, du genre à entrer dans le Guinness Book. Des records à travers lesquels certains joueurs inscriront à jamais leur pseudo dans l'histoire même du jeu par le feu, le sang et l'argent, voire des fois les trois en même temps. C'est aussi fascinant qu'intimidant, mais c'est bien de cette manière que fonctionne New Eden. Si on veut se faire un nom, il faut rayonner à travers nos choix, nos actions, ou alors suffit d'avoir un objet unique qui permet de se la péter. Comme par exemple, je ne sais pas, un vaisseau qui n'existerait qu'en quelques exemplaires pour 9 millions de joueurs. Bon alors pour cette partie, je vais vous épargner les statistiques, mais comprenez bien que dans Evenline, on est dans un jeu dans lequel les vaisseaux sont détruits définitivement. Du coup, quand CCP Games a annoncé qu'il y aurait un vaisseau à la clé à gagner et qu'il serait unique, laissez-moi vous dire qu'il y a quelques poils qui se sont hérissés dans la nuque des collectionneurs.
Puisque là où un studio lambda ferait un skin d'une photo de profil personnalisée ou juste une petite bannière, CCP Games, eux, ont fait un vaisseau de luxe, au sens propre du terme. Initialement produit comme étant la récompense au premier tournoi PVP hébergé par le jeu, The Hamar Championship 2003, le Gold Magnate, c'est la version plus d'un tout autre vaisseau, le Magnate, sauf que là, en plus d'être complètement doré, il est, par rapport à l'original, tout aussi fumé en termes de statistiques. 4 fois plus solide, 5 fois plus de blindage, 2 fois plus de boucliers, des tourelles en plus, et encore plein d'autres choses. C'est une machine de guerre bling bling qui sera offerte au vainqueur, un certain Ecliptical, qui bien que content finira par le vendre peu de temps après à un autre pilote, Tyrax Sork, qui le mettra en pièces dans une escarmouche 5 mois plus tard. La communauté est dévastée. Certes, ce genre de choses arrive, c'est le jeu, hein. Sauf que cette fois, c'était un bout de l'histoire du jeu qui venait de disparaître. Une pièce de musée. Une autre perte tragique qui marquera même les assaillants, l'un d'eux allant jusqu'à expliquer que malgré une victoire, il était un petit peu humiliant d'avoir participé à ça, pour vous dire la gravité de la situation. À ce moment, tous pensent que c'est la fin et que plus jamais ils ne verront ce petit bijou en New Eden. Ce qui va être vrai, puisqu'après une tentative de réintroduction en 2013, qui sera finalement abandonnée, les joueurs n'étant pas super heureux de voir un tel vaisseau réduit à un simple gain de loterie, il faudra attendre jusqu'en 2016, soit 13 ans après sa première réintroduction pour que le studio remette le couvert. Sortiront donc des chantiers spatiaux 4 Gold Magnets qui seront distribués à des champions dans le respect du lore et de l'univers, puisque ce sera à nouveau une récompense liée à un événement PVP, The Hamar Championships. Et si vous vous dites que c'est génial parce que maintenant on a 4 fois plus de chances de pouvoir en avoir un, laissez-moi vous dire que vous vous trompez et que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que probablement vous avez vu venir pourquoi. Sur les 4 Gold Magnets remis aux champions de 2016, le destin de seulement 3 d'entre eux est aujourd'hui traçable. 2 ont tout bonnement été détruits en 2017 et 2019, l'un de manière volontaire par sa propriétaire et le second dans une embuscade. Un autre a fini par être considéré comme disparu après que son pilote n'ait plus donné de signe de vie depuis 2017. Et le dernier, le seul qu'on ait vu récemment avec de grosses guillemets, a été mis aux enchères début 2020 avant d'être vendu pour la bonne cause au youtubeur Scott Manley, qui depuis en prend bien soin, rassurez-vous. Ce qui n'a absolument rien de surprenant quand on sait que cette transaction lui a coûté la bagatelle de l'équivalent de 33 000 $ en monnaie du jeu, transformant le très rare et maintenant à nouveau seul modèle de Gold Magnet d'EVE Online en vaisseau le plus cher du jeu, et d'à peu près tous les autres jeux vidéo. Du moins jusqu'à ce que quelqu'un le détruise, ce que je ne souhaite pas du tout, rassurez-vous. Mais bon, vu le passif de ce vaisseau, je pense qu'on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Quand même la monnaie est en RNG, Path of Exile. Les fans d'action RPG hack and slash vous le diront, rien n'est jamais trop rare. Enfin, en théorie tout du moins. Et si on pourrait croire que Blizzard et ses diabolos sont les rois incontestés de ce petit jeu masochiste, certains ont pourtant fait encore plus compliqué et encore plus rare. C'est le cas de Path of Exile, qui est l'un des meilleurs action RPG et hack and slash de ces 10 dernières années. Car depuis son arrivée sur le marché en 2013, le jeu né dans un petit garage en Nouvelle-Zélande a fait son bonhomme de chemin et conquis bien des cœurs avec son style, ses mécaniques et avec son offre de free-to-play qui, promis craché, ne sera jamais un pay-to-win. Même si ça va y aller très fort en skin. Un mélange qui va attirer des millions de joueurs à travers ce qui sera considéré comme une expérience à la longévité hors du commun, en partie grâce à son exigence, l'investissement sur le long terme que demande le jeu, mais surtout, son économie assez unique, proposant aux joueurs d'utiliser les ressources consommables et autres utilitaires en guise de monnaie. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du jeu vidéo du Gold Sink, soit un système qui permet à un jeu d'aspirer, de réduire la quantité d'argent présente dans l'économie et dans les poches des joueurs. Sauf que là, au lieu de tenter de diluer votre argent via des réparations d'armes, des téléportations ou des taxes en HDV, le studio a dit que ce serait quand même beaucoup plus pratique, et permettant de lier l'utile à l'agréable, de laisser les joueurs se débrouiller avec leurs ressources. Et si je vous explique un petit peu tout ça, c'est pas pour rien, puisque c'est une de ces ressources dont on va parler. Un objet si rare que même après 600, 800, 1000 heures de jeu, certains n'en ont jamais vu la couleur, alors qu'il est méga utile. Le miroir de Kalandra dans Path of Exiles, c'est un petit peu l'objet ultime.
On peut le drop n'importe où et sur n'importe quoi du moment que la zone est au-dessus du niveau 35. Et son effet, façon cerise sur le gâteau, permet en échange du miroir bien entendu, de dupliquer n'importe quel équipement dans un jeu glorifiant le farm. En d'autres termes, cet objet permet et autorise des joueurs à passer outre les centaines d'heures nécessaires pour avoir une arme, une armure ou n'importe quel équipement avec des statistiques intéressantes. Mais aussi de passer outre toute la phase souvent encore plus longue de farming des fameuses ressources monnaie consommables indispensables et ayant eux-mêmes leur taux, leur pourcentage et RNG quant aux améliorations qu'elles appliqueront sur l'équipement. C'est un multipass, un moyen de battre le jeu et d'acquérir de l'équipement inestimable en termes de temps qui sans cette duplication n'aurait certainement jamais été vendu par leur propriétaire. Une chance à saisir dans un océan de RNG. Le problème c'est que le miroir de Kalandar est quasiment impossible à obtenir par du loot. Vous pouvez en trouver sur internet pour environ 230 € par unité, en acheter contre des milliers ou des centaines de ressources qui elles-mêmes sont déjà rares, difficiles à avoir, mais pour en avoir un par vos propres moyens, c'est une toute autre histoire, une mission presque impossible. C'est si bas que depuis la sortie, on ne peut que spéculer sur son taux d'obtention. Une chose qu'a très bien la communauté en se basant sur les rares stats entre leurs mains, comme ici sur le forum officiel où un joueur explique que si avec une moyenne de 200 joueurs, il avait fallu à la communauté 3 jours de jeu non-stop pour qu'un miroir tombe, ce sont de vraies stats, cela voudrait dire que si on prend le total des heures de jeu de ces 200 joueurs et qu'on part du principe qu'un joueur lambda ne joue que 4 heures par jour, il faudrait 10 ans de farm à une seule personne pour avoir le miroir de Kalendra. Une théorie que poussera encore plus loin ce Redditor qui ira jusqu'à calculer à travers un long post le pourquoi du comment, avec toujours beaucoup de spéculation. Ce miroir déjà considéré comme 1000 fois plus rare que le second item le plus rare du jeu offrait autant de chances de tomber à vos pieds que de gagner au loto ou d'être frappé par la foudre. Oui, encore. Ce qui, en l'absence de données officielles, donne tout de suite du sens à ces compilations de gens très heureux d'avoir eu beaucoup de chance. Oh my... What the... Oh my... Et comme Grinding Gear Game ne semble toujours vraiment pas décidé de nous en dire plus, et ça alors que Path of Exile 2 approche à grands pas, je dirais qu'on peut placer le miroir de Kalendra comme un des objets étant dans le haut du panier des trucs impossibles à acquérir. Du moins pour le commun des mortels. Vous savez, ceux qui ont de la chance de manière normale et se retrouvent avec un nugget de plus dans leur boîte de 4. Et même là, je trouve qu'il faut avoir une sacrée dose de chance. Oh, on vous voit là, la team nugget sans trop là. Voilà, bon, j'espère pour celles et ceux qui pensaient avoir un petit peu de chance que c'est pas trop la déprime de votre côté, parce que je vous avoue que de notre côté, oui, ça remet certaines choses en perspective, effectivement. Ces cas, ce sont bien entendu des cas extrêmes. Et même en creusant, force est de constater qu'ils ne sont que très peu à pouvoir se vanter de pouvoir entrer dans cette liste. Et même si dans un premier temps, on pourrait dire que c'est quelque chose d'assez négatif dans des cas bien précis, je dirais qu'il est surtout important de s'en souvenir comme étant une des manières les plus simples de récompenser les joueurs pour leur chance outrancière ou la façon qu'ils ont de la provoquer. Que ce soit à travers des heures de farm, une victoire écrasante, ou juste la faute d'un bug, c'est un système tout sauf juste, c'est vrai, mais c'est un système qui marche, qui a fait ses preuves pendant des années, et qui a même été l'un des piliers de beaucoup de jeux vidéo, à tel point que quand c'est bien utilisé, ça marque même l'histoire de certains. Comme quoi, même si tout le monde ne peut pas avoir quelque chose, c'est pas forcément négatif. Si vous pensez que de mettre une ampoule dans votre bouche fera de vous une lumière, vous vous trompez. C'était Ico, ciao!